Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 23 avril. Et comme à chaque émission du délit d'opinion, et même j'ai envie de dire chaque émission sur cette chaîne de manière générale, nous sommes en compagnie de Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes en forme ? Compte tenu de mon âge, oui, ça va. Oui, on va dire que ça va. Alors, tout d'abord, vous teniez quand même à faire un petit disclaimer. On utilise un mot anglais, mais comment dire, correction. Une sorte, oui, de correction, effectivement, de précision. Voilà. D'ailleurs, on avait dit qu'on en parlerait la semaine dernière lorsque nous évoquions le consulat iranien qui est situé à Damas. Donc, vous vouliez dire quelques mots à ce sujet. Voilà. Alors. C'est une vieille plaisanterie, mais elle est toujours d'actualité. En cas de guerre, la première victime, c'est toujours la vérité. Hein. Effectivement. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'il y a des guerres ici ou là maintenant, ce qui a l'air de surprendre pas mal de gens, mais elles ne se sont jamais vraiment arrêtées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Israël a bombardé un immeuble qui était situé à côté du consulat officiel de la République d'Iran. En Syrie, oui. En Syrie. À Damas. À Damas. Il y a deux thèses. La première thèse, c'est que ce bâtiment faisait partie du consulat. Et la deuxième, c'est que ce bâtiment ne faisait pas partie du consulat. Ceux qui trouvent que Israël a toujours fait tous les péchés du monde pensent que ça faisait partie du consulat et le soutiennent mordicus, et ceux qui, dans le fond, trouvent qu'Israël n'a jamais rien fait de mal, trouvent que non, ça faisait pas partie du consulat. Maintenant, comme je n'ai pas accès au cadastre syrien et que je suis pas certain qu'il y en ait un d'ailleurs, je me dis, personnellement, j'en sais rien. Et pourquoi est-ce important ? Parce que les Israéliens ont détruit le bâtiment d'à côté qui servait d'endroit où les gardiens de la révolution, c'est-à-dire la partie la plus extrémiste des Iraniens, tenaient des réunions tout le temps, etc. Donc, il y a deux possibilités, ou bien c'était le consulat, ou c'était pas le consulat, mais en tout cas, il n'y a pas le moindre doute que ce bâtiment était le quartier général des forces des gardiens de la révolution à Damas. Voilà. Alors, il semblerait, donc, puisque je crois avoir eu le fin mot de cette histoire, encore que, on sait jamais, il semblerait que c'était une annexe du consulat iranien, donc c'était pas le bâtiment. Non, c'est ça. D'ailleurs, ils n'ont pas touché au bâtiment à côté. Voilà, mais il appartenait, on va dire sur le plan juridique, au consulat iranien. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu cette mais est-ce qu'une annexe confusion d'un consulat est automatiquement hors territorial ? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis pas assez balèze, j'en sais rien du tout. Pas. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'essaye de réfléchir en gardant... Vous savez, j'ai fait même une émission un jour là-dessus, sur la différence entre le logos, le pathos et l'éthos. Donc, j'essaye d'abord de savoir quelle est la vérité, et là, j'en sais foutre rien. Mais par contre, ce qui n'a jamais été discuté, c'est que ce bâtiment servait aux gardiens de la Révolution. Oui. Et on peut se demander ce que des gardiens de la Révolution faisaient dans un bâtiment qui est censé être neutre et non militaire. Enfin, qu'est-ce que je veux dire ? Parce que si vous êtes dans l'ambassade, je sais pas, de la République dominicaine à Paris, vous n'êtes pas censé y avoir des terroristes dedans. Il doit y avoir du personnel de l'ambassade qui fait son boulot de diplomate. Effectivement. Donc, là encore, c'est un truc extrêmement flou. Et, voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est que je trouve qu'un peu riche que les Iraniens qui avaient pris l'ambassade américaine, où il y avait une 60aine de personnes, et les ont gardés pendant 450 jours prisonniers au mépris de toutes les conventions internationales. C'était quand ils ont pris le pouvoir, quand le Shah est tombé. Les Iraniens ont aussi fait sauter par l'intermédiaire de leurs affidés. On tué 80 personnes à peu près dans l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Donc, voir l'Iran apparaître comme un chaud défenseur du droit international, il y a peut-être maintenant, ça ne veut pas dire que j'approuve l'un ou l'autre, mais ça veut dire que si votre haine d'Israël vous pousse à considérer que les Iraniens
sont des grands juristes internationaux, vous avez peut-être un problème aussi. Voilà, malheureusement, c'est souvent comme ça que... Mais d'ailleurs, c'est compréhensible parce que ça permet de se faire une clé de compréhension du monde, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre divers pays dans diverses cases. D'ailleurs, parfois, ça peut fonctionner, mais c'est jamais vraiment fiable à 100% ce genre de modèle, et donc on se dit, ah bah, moi j'aime bien tel pays a tapé sur lui, donc je suis contre ce pays-là aussi. Or, bah, parfois, il y a des jeux d'alliance qui ne sont pas du tout cohérents. Voilà, par exemple, bah, la Russie, historiquement, est globalement un allié d'Israël. C'est aussi un pays qui essaye de s'entendre correctement avec l'Iran, alors que l'Iran et Israël ne s'entendent pas du tout, et c'est ce depuis pas mal de temps. Donc voilà, il y a des jeux d'alliance qui sont pas toujours très cohérents. Très cohérents. Et puis la Russie a des ennemis très puissants en ce moment qui essayent plus ou moins d'attaquer, donc elle s'appuie sur qui elle peut, et comme l'Iran est souvent attaqué par les mêmes ennemis, ils se disent, bon ben, voilà. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, quoi. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc tout ça, et ça me rappelle ce que disait un type que j'aime beaucoup, dont je vous ai souvent parlé ici, on a même fait une émission sur lui, qui s'appelle Jordan Peterson. Il dit, on est dans une période extraordinairement intéressante, où sur des problèmes comme le réchauffement atmosphérique, les situations politiques au Moyen-Orient, moins les gens en savent, plus ils sont affirmatifs. Ouais. Je trouve ça extraordinaire, cette espèce de certitude d'avoir raison sur des trucs qui sont extraordinairement compliqués. Moi. Oui. Et d'ailleurs, il y a un nom à ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors, il me semble que c'est l'université d'Oxford qui dit qu'au final, c'est un truc qui n'existe pas vraiment. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut quand même constater dans les grandes lignes. C'est-à-dire que c'est une courbe, alors pour ceux qui me regardent du coup dans l'autre sens, c'est une courbe qui fait comme ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on n'en sait vraiment rien sur un sujet, bon, bah, on parle de, je sais pas, domaine de sécurité nucléaire, bon, j'ai un domaine de compétence égal à 0, donc je saurais pas en dire quoi que ce soit. En revanche, dès que si ce n'est qu'il faut pas les faire péter. Voilà, si ce n'est qu'il faut pas les faire péter. Voilà, ça je le sais a priori. Mais c'est-à-dire que dès qu'on a regardé 2 vidéos et un article sur Wikipédia, on a l'impression d'être un expert du sujet, et donc on en dit énormément de choses. Et en fait, ça peut paraître paradoxal, mais quelque part, plus on en sait sur ce sujet, plus on se cultive sur ce sujet, plus on se dit, ah oui, mais il y a quand même d'autres manières de raisonner, et peut-être que au départ j'avais tort, et donc je suis plus tout à fait sûr de la vérité, et donc je vais en dire un peu moins alors que j'en sais plus. Et ensuite, il y a vraiment les experts, donc ceux qui ont un doctorat dans un domaine particulier, qui eux sont effectivement. Mais ça veut pas dire qu'ils ont raison, parce que ça veut pas dire du tout qu'ils ont raison. Ils peuvent tout à fait avoir une opinion extraordinairement forte. Tout à fait, puisqu'il y a des experts d'un même domaine tout à fait précis qui sont pas d'accord entre eux. Donc c'est qu'il y en a forcément le domaine du réchauffement atmosphérique, et les gens se mettent sur la gueule avec énormément d'entrain. Ah oui, c'est clair. On a reçu ici Furfari, lui il a pas l'air de. Bref, on a reçu plein, on a reçu 4 ou 5, et à chaque fois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous écoutez quelqu'un comme France Inter, dont la rédactrice en chef vous dit, nous avons pris comme décision de ne jamais inviter quelqu'un qui mettait en doute le côté humain du réchauffement atmosphérique. Ah oui. Vous vous dites, mais attendez une seconde, ça veut dire qu'elle est à 100% certain que le réchauffement atmosphérique est d'origine humaine. Mais elle doit avoir une licence en sociologie, mais enfin, elle n'y connaît rien, cette brave dame. On a présenté ici la thèse de Kounin, je crois qu'il s'appelait, qui était... Steven Kounin, qui montrait que, il y avait probablement un réchauffement atmosphérique, mais qui se passait beaucoup plus par le bas qu'en moyenne, c'est-à-dire que le réchauffement atmosphérique se passe pas parce que ça devient plus chaud, c'est que ça devient moins froid dans les endroits où il faisait très froid. S'il faisait moins 40, maintenant il fait moins 20. Bon, d'accord, donc en moyenne, ça monte. Mais on a qu'à voir, on caille à Paris aujourd'hui quasiment début mai, quoi. Fin avril, début mai, on caille. Oui. Alors après, on vous dira toujours, faut pas confondre la météo et le climat, ce qui est vrai. Enfin, on va dire l'addition de toutes les météos, au final, ça fait un peu le climat, quoi. C'est comme il faut pas confondre le gender et le sexe. Ouais. On m'a expliqué ça longtemps. J'ai dit, bon, d'accord, mais enfin, vous avez toujours que XY ou XX. Hein, donc bref. Si vous voulez essayer de comprendre, il faut essayer de réserver votre jugement sur qui est méchant et qui est bon le plus longtemps possible.
Effectivement, peut-être éviter le plus possible d'avoir un côté une lecture morale. Ouais. Morale et le côté ethos, si vous voulez, qui vous disent, ah ben non, il y a ceux-là, ils sont par nature mauvais, et ceux-là, ils sont, comme ceux-là sont mauvais et qui sont attaqués, ils attaquent ceux-là qui sont, et ceux-là doivent être naturellement bons. Ben, je peux pas penser que les gars qui ont fait le 7 octobre, par exemple, étaient naturellement bons, quoi. Oui, c'est clair. Donc, je sais pas, mais enfin, il y a des trucs comme ça, donc. Tout ça c'est clair. Est extraordinairement compliqué. Donc, un petit peu de modestie dans la façon dont on regarde les responsabilités, ça ferait pas mal. C'est ce que je voulais dire au début, parce que si vous vous intéressez à ce qu'on essaye de dire ici, c'est parce que vous avez en face de vous des gens qui essayent de comprendre. Pas de juger, mais de comprendre. Oui. Et puis, d'ailleurs, on peut avoir des biais cognitifs, mais je pense que j'en suis plutôt conscient. C'est pour ça que je suis toujours honnête vis-à-vis des gens qui nous regardent. Quand on parle de l'Ukraine, je dis toujours que moi, j'ai un biais plutôt pro-Ukraine. Quand on parle d'Israël, je dis toujours que j'ai un biais plutôt favorable à Israël. Maintenant, en fonction de ça, j'essaie d'analyser les choses et parfois de penser contre moi-même. C'est pas parce que je pense certaines choses que j'ai un a priori que je dois lire absolument toutes les informations comme étant des choses qui valident ma vision des choses. Exactement. Et le pire, c'est que ces gens qui sont dans cette disposition des prix, qui jugent en fonction qui ont un ethos très fort, qui pensent qu'eux, ils savent quel est le bien et le mal, quand ces gens-là ne vont plus lire que des informations qui iront dans leur sens. Ouais. Et donc, ils vont laisser tomber les autres. Ouais. Et ils écouteront même pas les autres. Et alors là, c'est très embêtant parce que du coup, comment voulez-vous, admettons qu'un jour, il va falloir négocier au Moyen-Orient. Très bien. Ça me paraît en effet un truc. Mais comment voulez-vous pousser à les négociations si vous dites que l'une des parties a fondamentalement raison et l'autre partie a fondamentalement tort, quelle que soit la partie que vous choisissiez? Vous n'avez aucune crédibilité. Vous ne pouvez pas pousser à la négociation, puisque pousser à la négociation, ça veut dire que vous allez consacrer la victoire de l'un sur l'autre. Ouais. C'est pas jouable. Donc, il faut... In medio stat virtus, c'est dans la moyenne, se tient la vérité, quoi. Donc, pour terminer sur ce sujet, c'est... Je ne sais pas si le consulat, ce qui a été détruit, était sous territoire international. Je ne sais pas. Je ne le sais toujours pas. Voilà, donc c'était un petit peu ce qu'on voulait dire en préambule de cette émission. D'ailleurs, on va rester un peu sur la question internationale, puisque d'emblée, on va enchaîner sur les 4 textes qui ont été votés ce samedi à la Chambre des représentants. Donc chacun allouant pour 3 d'entre eux, chacun allouant une aide respectivement donc à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Et le dernier texte étant sur la question de l'interdiction potentielle de TikTok. Donc ça faisait déjà un moment que Joe Biden voulait faire voter ces textes. Alors au départ, il voulait les faire voter tous ensemble, mais ça passait pas à la Chambre des représentants à chaque fois. Et c'est le speaker de la Chambre, donc le républicain Mike Johnson, qui a eu l'idée de séparer ces textes donc en 4. Et donc le premier texte, c'est je pense le plus important, celui dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est l'aide donc quand même de 60,8 milliards de dollars pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine qui est dans une position, tout le monde le dit, tout le monde l'admet aujourd'hui, qui s'épuise, qui est au bord de la rupture de stock de munitions. Alors même si le front est globalement stable, la Russie grappille de plus en plus vite, et on est dans une situation où d'ici quelques mois, voire quelques semaines, si jamais il ne recevait rien, peut-être que la Russie serait de nouveau en ordre de marche et on serait dans une guerre beaucoup moins positionnelle, justement, et beaucoup plus dynamique. Donc l'Ukraine, elle pourrait se faire écraser en quelques mois, aujourd'hui sans le soutien américain. Et ce texte, donc, il a été voté à 311 voix contre 112, donc une majorité assez large, et donc à peu près comme les autres textes d'ailleurs. Et donc les réticences, vous pouvez vous en douter, étaient plutôt du côté républicain, plutôt du côté des représentants gros soutien de Trump. Et d'ailleurs, on va en parler de la position de Trump parce que elle est, alors elle peut paraître un petit peu ambiguë. En réalité, selon moi, elle ne l'est
pas, mais ça peut être difficile à lire pour son électorat. Donc le texte présenté mercredi prévoit près de 14 milliards de dollars d'ailleurs pour former aussi, équiper et payer l'armée ukrainienne. Environ 10 milliards de dollars sont consacrés à l'assistance économique à destination des secteurs de l'énergie et des infrastructures qui seront envoyés sous la forme d'un prêt. Et ensuite, il y a une grosse partie de l'enveloppe, l'essentiel, qui servira aussi directement en fait l'industrie militaire américaine. Donc c'est essentiellement en fait une subvention du gouvernement américain pour financer son complexe militaro-industriel. Et le plan d'aide autorise aussi Biden donc à confisquer et à vendre des actifs russes pour financer, en théorie du moins, la reconstruction de l'Ukraine. Donc on va parler d'abord de ce texte-là. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il a une importance ? J'en sais trop rien, pour une raison simple, c'est que encore une fois, la vérité est la première victime, on le sait, et ce qui semble se passer en Ukraine, d'après différentes sources que je suis depuis longtemps, c'est que l'armée ukrainienne est en train de se défaire et qu'il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui appellent les Russes en face, là, ils parlent la même langue, Ils sont tous russes, faut pas déconner, à part quelques Ukrainiens du centre, là, et pour se rendre. Donc il y aurait des désertions massives du côté ukrainien, et parce que les Russes, depuis le début, traitent extrêmement bien, paraît-il, encore une fois, je suis loin d'être un spécialiste, mais tous les prisonniers qu'ils ont faits. Ils sont bien traités, ils sont bien soignés, donc il n'y a pas eu de... Et c'était des instructions formelles du gouvernement russe, c'était de très bien traiter parce que c'était des cousins ou des frères. Faut pas oublier que dans chaque famille. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une différence fondamentale et on le voit dans la guerre, par exemple, qui oppose la Russie et l'Ukraine, et la guerre qui oppose Israël et le Hamas. C'est-à-dire que il y a un cas dans lequel c'est une guerre quasiment fratricide, et donc le traitement n'est pas du tout le même. S'ils veulent que l'Ukraine fasse partie en fait de la Fédération de Russie, du coup il faut pas traiter ce peuple comme étant un sous-peuple, en quelque sorte, un ennemi héréditaire. Tolstoï, qui est donc le président de la Chambre de la Douma ou le vice-président, je sais plus très bien, qui est l'arrière-petit-fils du Tolstoï, et son grand-père, donc Tolstoï, était le maire de Kiev. Et les Tolstoï étaient une famille ukrainienne. Et dans l'histoire de la littérature, on a toujours pensé que Tolstoï, c'était un écrivain russe, quoi. Personne ne parlait depuis l'écrivain russe. Donc, dans toutes les familles russes, apparemment, il y a un ou deux membres qui sont ukrainiens, des cousins, ils sont à moitié ukrainiens, un tiers ukrainien. Et l'église orthodoxe de Kiev était sous la juridiction de l'église orthodoxe de Moscou. C'est-à-dire que la Russie a commencé, si mes souvenirs historiques sont exacts, mais faudrait que je vérifie, là je vais peut-être dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, la Russie a commencé à Kiev, et c'était beaucoup au départ des Scandinaves. Oui, c'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelait la Rousse de Kiev. Effectivement, ça c'est vers le 8e siècle, 9e siècle, quelque chose comme ça. Oui. Donc ça a commencé plutôt avec des gens qui arrivaient d'Europe du Nord, Scandinaves, et ensuite qui sont montés vers la Russie et vers Moscou, et ça s'appelle Saint-Pétersbourg. Mais donc c'est un petit peu comme s'il y avait... C'est en fait... Ce que disent les gens qui connaissent la région, il s'agit en fait d'une guerre civile. Un peu comme la guerre civile espagnole, quoi. Où il y a des Espagnols qui se mettaient sur la gueule entre eux. Et ben là, quelque part, c'est des Russes qui se mettent sur la gueule entre eux, quoi. Bon. Alors, il y a eu toute la partie ukrainienne. Justement, ce qui est étonnant, c'est que les Ukrainiens qui avaient ces régiments d'élite, à Azov, etc., qui avaient tous les symboles nazis dans leur drapeau et tout, se rendent aussi, paraît-il, massivement. Donc, si le régiment Azov se rend, c'est que le moral doit être bien bas dans les troupes ukrainiennes, quoi. Donc, alors, admettons que ces analyses soient les bonnes. J'en sais rien, je suis pas sur le terrain, mais c'est ce que semblent dire des gens qui y ont été et qui ont l'air de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Russie sait très bien qu'il suffirait qu'il pousse un peu pour que tout s'écroule. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de volonté des Russes. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Et la question qui, pour moi, est la question essentielle depuis le début, c'est
est-ce que les Russes vont couper l'accès à la mer de ce qui restera d'un État ukrainien? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont prendre la ville du Sud, là, comment elle s'appelle? Odessa. Odessa. Est-ce qu'ils vont prendre Odessa et Kharkov, là, qui sont là? Parce que s'ils coupent l'accès à la mer, à ce moment-là, l'Ukraine ne peut plus quasiment exporter toutes ces matières premières et ces céréales et tout, et devra passer par des trains qui passeraient de l'autre côté, mais ça va être un merdier noir. Et la nouvelle Ukraine se retrouvera un peu comme la Biélorussie, ne pouvant vivre que par la bonne volonté du grand frère, quoi. Donc la question, c'est est-ce que les Russes acceptent qu'il reste un pouvoir vraiment indépendant à Kiev, et plus le conflit dure, moins ça me paraît probable. Mmh. Parce que quel est l'intérêt des Russes? C'est quand même les Américains, ça fait longtemps qu'ils veulent établir des bases militaires en mer Noire. Bon, les Russes ont réussi à empêcher l'établissement des bases militaires en mer Noire en Géorgie. La Géorgie, du coup, a perdu 2 provinces, qui étaient sur la côte. Et à ce moment-là, la mer Noire devient une mer russo-turque. Mmh. Et les Turcs sont en train de faire un immense canal pour contourner Istanbul. Oui, effectivement, oui, parce que le Bosphore est régi par des traités internationaux. Par le droit international, oui. Les accords, ils peuvent pas faire les accords d'une ville en Suisse, je sais plus laquelle. Les accords. Je crois que c'est les accords de Lausanne. Les accords de Lausanne, ça doit être 1919. Donc, pour l'instant, l'entrée dans la mer Noire était contrôlée par les organisations internationales. Le traité, à partir du moment où ce canal sera ouvert, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourront faire rentrer qui ils veulent et empêcher d'entrer qui ils veulent. Ouais. Et donc, si on parle à des gens qui s'y connaissent un petit peu du style de Juvin ou de Rofer, vous savez, on a fait quelques réunions ici avec Juvin et Rofer, ils vous disent que le centre de la croissance mondiale dans les années qui viennent, ce sera bien sûr cette espèce d'immense arc qui descend de l'Ukraine et qui va jusqu'à l'Inde. Là, vous savez, on a souvent parlé comme ça. Mais que l'endroit où le maximum, l'échange de marchandises sera le plus incroyable, c'est dans la mer Noire, quand même. Parce que c'est là qu'arrive là. Puis ça permet de vous passer par le train au nord de l'Himalaya, puis ensuite vous descendez dans la mer Noire, et puis vous passez par le canal turc, et vous arrivez en Europe. Vous n'avez pas besoin du canal de Suez, ni des Houthis, ni tout ça. Ouais. Donc c'est un basculement du centre stratégique du monde, du Moyen-Orient vers la mer Noire, auquel on est en train d'assister. Ouais. Et il me semble qu'il y a 2 pays qui peuvent verrouiller ça, c'est la Turquie et c'est la Russie, dont j'ai souvent parlé. Ouais. Et si elles sont toutes les 2 d'accord pour verrouiller l'entrée et la circulation dans la mer Noire, les autres, ils peuvent leur circuler à neuf. Hein. Ouais. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est une bataille pour la mer Noire, pour l'accès libre à la mer Noire, et que l'Europe et les États-Unis sont en train de perdre cette bataille. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais en tout cas que ça peut pas être une bonne nouvelle, quoi. Oui, a priori. Enfin, pour nous. Oui, bien sûr, du point de vue européen. Et alors, est-ce que vous pensez que cette aide de 60 milliards, elle peut changer les choses pour l'Ukraine, ou est-ce que juste ils achètent du temps Ils achètent du temps. Et bien sûr, ils achètent du temps, mais vous savez, quand il y avait eu cet immense ouragan tremblement de terre à Haïti, ouais. Les Américains avaient très généreusement donné 4 milliards de dollars, ce qui était énorme, qui avait été siphonné par les organisations internationales et les Clinton. Ouais. Ça avait été absolument extraordinaire. Et bien, les Américains, donc, ils avaient fourni beaucoup d'aide à Haïti, mais la condition de cette aide, c'est que tous les milliards qu'avaient envoyés les Américains devaient servir à acheter des produits américains. C'est-à-dire que les Haïtiens avaient été obligés d'acheter du riz américain. Ils ne pouvaient pas acheter du riz chinois ou du riz thaïlandais qui était beaucoup moins cher, ils devaient acheter du riz américain. Et donc, c'est un peu pareil. Là, vous envoyez 60 milliards de dollars. Bon, ça va faire la fortune de Lockheed, de Boeing et je sais pas qui. Ouais. Mais, c'est peut-être le moment d'acheter une action Lockheed, du coup. Oui, mais en même temps, si vous voulez,
si jamais Trump est élu, il risque d'y avoir des commissions d'enquête qui auront lieu sur... et le chef de la CIA a fait une déclaration publique en disant qu'il faudrait quand même que M. Zelensky arrête de voler, quoi. Qu'il avait déjà volé 460 millions de dollars et que ça allait bien, quoi. Donc, je sais bien que l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu du monde, mais quand même, même le chef de la CIA commence à trouver que... Donc, sur ces 60 milliards de dollars, je me demande combien vont aller à la CIA, au truc militaro-industriel, au FBI, à des criminels ici ou là. Et l'Ukraine, c'est quand même un petit peu, comme le Hamas d'ailleurs, d'énormes participants au trafic de drogue international. Hein. Au trafic de drogue. Donc, tout ça, c'est... Et on peut pas dire que les États-Unis aillent bien. Par exemple, peut-être à la place d'empêcher les Russes d'arriver en Ukraine, ils pourraient empêcher les gars aussi de passer à la frontière du Mexique, quoi. Oui, c'est une possibilité. Ça pourrait être un des rôles de l'armée, c'est d'empêcher les gars d'entrer du Mexique. Au hasard, ça pourrait être effectivement une fonction. Par exemple, on pourrait se mettre d'accord avec la marine italienne pour repousser les bateaux qui arrivent là-bas, quoi. Voilà, c'est une possibilité. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement en fait ce que ça va donner sur le plan militaire, parce que ça, c'est un peu difficile de le savoir. Et puis encore une fois, sur le temps long, c'est pas certain du tout que 60 milliards suffisent. Mais vous gagnez pas les guerres avec de l'argent, hein. Oui, ça suffit pas. Ouais. Non, vous gagnez les guerres avec une armée très efficace. Et il se passe un phénomène auquel les gens font pas attention, c'est que l'armée russe, il y a 4-5 ans, était considérée comme une espèce de grands corps en décomposition, mais qui marchait plus, quoi. Et maintenant, d'après tous les spécialistes militaires, c'est l'armée la plus efficace au monde après 2 ans de guerre, là. Ils se sont refait une santé, ils se sont refait une doctrine, ils se sont refait des armements. Ils se sont refait toute une industrie de guerre, qui est même pas encore à son maximum de production. Et surtout, ils ont maintenant une armée qui a connu le feu. Oui, absolument. Et qui a mis au point ces techniques de liaison entre l'artillerie, les drones, les avions, les satellites, et tout ça, ça marche très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc en frontière de l'Europe avec une armée, mais la plus efficace du monde. Ouais. Oh bah c'est sûr. Il faudrait en parler à Monsieur le Maire, tiens. Ouais. Oui, qui nous promettait il y a 2 ans de mettre la Russie à genoux, on s'en souvient. Bon, je crois que là, pour l'instant, le plan est un peu en stand-by, hein, pour le moment. D'ailleurs, il va avoir une croissance de 3,5% là. Cette année, alors que nous, on risque d'être à 0, quoi. Oui, et c'est peut-être pas la dernière fois qu'on sera à 0 d'ailleurs, à mon avis. Mais alors, ce qui m'intéresse peut-être plus que sur le plan militaire, c'est sur le plan politique, parce que mine de rien, c'est une équation difficile, par exemple pour Donald Trump, parce que environ 6 Américains sur 10 soutiennent l'envoi d'armes et d'argent en Ukraine, sauf que 53% des républicains s'y opposent. Forcément, les républicains aujourd'hui, en tout cas la base républicaine et de plus en plus d'ailleurs de représentants politiques républicains sont pour une sorte de retour à l'isolationnisme finalement qu'on a connu il y a un siècle venant de ce pays. Oui, enfin, l'isolation américain, c'était oui, il fallait bien sûr, mais la doctrine de Monroe, ça a toujours existé, c'est que s'il se passait quelque chose dans l'environnement des États-Unis, par exemple en Amérique latine, ils rentraient dedans tout de suite. Oui. Donc, si vous voulez, c'était l'isolationnisme, c'était on se mêle pas des affaires des Européens, mais on se mêle très bien de l'affaire des gars au sud, quoi. C'est ouais. Et pas au nord, parce que les Canadiens, ils étaient tranquilles. Mais oui, après, il se passait pas grand-chose. Et puis en même temps, si à l'époque, ils étaient dans le Commonwealth avec l'Angleterre, donc c'était considéré comme des moitiés d'Américains, quoi. Donc vraiment, c'est ça la question, c'est quel va être le rôle des États-Unis. Après, c'est les derniers. On peut espérer que ce sont les derniers feux du complexe militaro-industriel. Bon, s'ils perdent cette guerre, ils vont avoir perdu à peu près toutes les guerres depuis la guerre de Corée, quoi, qui avait été un match nul. Donc la dernière guerre gagnée par les Américains, c'était 45, quoi. Et donc les Américains vont peut-être se dire, mais on dépense quoi, 1 000 milliards de dollars par an, c'est beaucoup, dans la défense. Ouais. On n'a plus un rond pour la sécu, on n'a plus un rond pour nos villes, on n'a plus un rond pour l'éducation. Et on va faire des guerres à droite et à gauche. Et on les perd toutes. D'ailleurs, il y a un truc qui est très curieux. C'est que l'armée américaine ne réussit pas à recruter. Vous savez, c'est que là, il lui manque 300 000 hommes, je crois. D'accord.
Elle réussit pas à recruter, les gens vont plus dans l'armée américaine. Je n'étais pas au courant. Ils réussissent pas, donc ils ont un gros déficit de soldats. Mais quand vous connaissez un peu les États-Unis, ce que je pense faire, vous savez très bien que l'armée américaine, c'était l'armée sudiste. Aussi curieux que ça paraisse, les types qui étaient dans l'armée, c'était tous les gars qui étaient dans les États confédérés. Hein. Ils étaient dans le sud, ils venaient du Texas, ils venaient même le Texas, c'était pas à l'époque, mais enfin, ils viennent de Virginie, ils viennent de tous ces coins dans le sud. Et c'est là qu'il y avait dans le fond un peuple paysan, solide, guerrier, bref. Et le fait que l'armée ne réussisse pas à trouver des soldats, ça veut dire que les gars dans le sud ne sont plus aussi vaillants pour aller dans l'armée, pour faire des guerres auxquelles ils ne comprennent rien. Et la plupart des gens aux États-Unis ne comprennent pas pourquoi on a attaqué l'Afghanistan, on ne sait pas pourquoi ils se sont barrés comme ça, parce qu'on était foutus en Irak, puis ensuite on s'est barré, maintenant non, ça ne m'a pas marché. Donc, si vous voulez, ils se disent, mais bon, je vais dans l'armée, on me dit, il faut aller que tu défendes ta patrie là-bas en Afghanistan, mais c'est pas bien évident, quoi. Et donc, il y a aujourd'hui, ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est que le patriotisme du sud des États-Unis, et le patriotisme, c'est souvent ce qui est sous-tend l'armée, il faut bien dire ce qui est, c'est pas que les gars soient devenus moins patriotes, c'est qu'ils sont pas du tout certains que la façon dont on les utilise et dont on utilise l'armée corresponde à ce que sont les États-Unis. Il y a sans doute une crise de sens dans l'armée américaine. D'ailleurs, aucun de leurs... ça peut pas être paradoxal, mais parfois, il arrive aux Chinois de faire des spots publicitaires, des faux spots publicitaires pour l'armée américaine. C'est-à-dire qu'ils montrent en fait une armée hyper puissante, qui va partout dans le monde, 900 bases, qui bombarde partout, etc. Et les spots publicitaires de l'armée américaine, mais faits par les Américains, alors ils vont montrer une jeune femme, peut-être latina, parfois même lesbienne, LGBT. Et voilà, en fait, on montre une armée absolument inclusive et tout. Mais en fait, là, on recrute pas pour les ressources humaines de la fac de je sais pas où. On recrute pour des mecs, en fait, qui vont risquer leur vie. Les gars qui sont du sud des États-Unis, qui sont pas toujours les couteaux les plus affûtés du tiroir, quoi. Ils sont le coup d'avoir des transgenres dans l'armée et tout, ça leur parle pas vraiment. Surtout que je sais pas s'ils arrivent vraiment à recruter du coup la cible de ces publicités, mais du coup ça décourage ceux qui d'ordinaire s'engagent volontairement dans l'armée américaine. Quand on imagine les GI américains, on imagine le gars de American Sniper, quoi. C'est des gars qui font 95 kilos, qui sont quand même très très virils, qui ont American Sniper, c'était un film très intéressant d'ailleurs, parce qu'on voyait bien ce type qui était un extraordinairement compétent gars, d'ailleurs que moi, mon fils connaissait bien, et qui faisait sa guerre de façon très professionnelle, mais en même temps qui se heurtait à l'hostilité de la population en Irak de façon très très forte, et il se rendait bien compte que toute la population était contre les Américains. Donc il se demandait ce qu'il foutait là, quoi, quelque part. Mais ça n'empêchait pas d'être le meilleur sniper de l'armée américaine. Bien sûr, il faisait son métier, quoi. Il faisait son métier, mais voilà. Donc, une armée d'occupation, ça marche pour occuper un pays étranger si vous êtes certain que vous avez raison et que les types que vous occupez sont pas des gens bien. Bon, donc, mettons que les armées américaines aient occupé l'Allemagne et le Japon en 1945. Il n'y avait aucun doute sur le bien fondé de ces opérations, quoi. On se disait, même les Japonais disaient, mais ils savaient pourquoi ils étaient là. Ouais. Aujourd'hui, il y a des tas d'Américains qui se disent, mais exactement pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on y fout et de quoi j'y ai là. Pourquoi je suis allé perdre une jambe en Irak? Pourquoi je suis allé perdre une jambe? Mais encore une fois, mon père qui était dans l'armée, donc qui avait été condamné à mort par le tribunal militaire, là, en 48, 49, 50, je me souviens plus très bien, on l'avait dit, est-ce que vous voulez partir en Indochine? Ouais. Et mon père avait dit non, parce qu'on n'a rien à foutre dans ce pays-là, on n'est pas chez nous, quoi. Donc, il avait refusé de partir en Indochine, parce que dans l'armée, on peut toujours dire non. Il
il y a des tas d'Américains qui doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fout là-bas? Et pourquoi y est-on? Et les intérêts de qui on sert? Donc, vous n'allez pas aller vous faire... Si c'est pour défendre votre petit ami qui reste à la maison, etc., bien sûr que vous allez vous battre. Mais si c'est pour aller tuer le petit ami d'une Irakienne, vous vous dites je suis pas vraiment... Donc, c'est là où on se rend compte que les États-Unis ont quelque part, dans les 20 dernières années, complètement perdu l'ascendant moral qu'ils avaient, le fait qu'ils représentaient le bien. C'est ça pour moi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vouloir faire le bien pour faire le bien. Mais d'abord, et en plus, la façon dont ils définissent le bien est un peu spéciale, quoi. Pourquoi ils ont été attaqués l'Irak, quoi? On peut se poser la question. Pourquoi ils ont été attaqués la Serbie? On peut se poser la question. Donc, le bien, c'est les États-Unis, dans le fond, ceux dont cette espèce de complexe militaro-industriel défini comme utile aux États-Unis. Mais comme ils se trompent surtout depuis 50 ans, ces gars-là, ils ont créé une espèce de société criminelle et que la société américaine se délite sous nos yeux, moi, les États-Unis d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les États-Unis des années 60, quoi, mais rien. Enfin, si, l'Arkansas, l'Oklahoma, c'est toujours pareil, ils ne changent pas. Mais New York, tout ça, ça peut rien avoir. Et selon vous, est-ce que... parce que je le dis avec beaucoup de tristesse. Oui, bien sûr. Mais alors, pour reprendre un petit peu dans la perspective des élections qui vont avoir lieu à la fin de l'année, là, en novembre, aux États-Unis, est-ce que vous pensez que ce genre de choses profite plutôt à Joe Biden, ou est-ce que, au contraire, ça l'enfonce? Parce que, alors, moi, ça l'enfonce. Je pense que ma lecture des choses, c'est que sur le court terme, je pense qu'il y gagne, parce que ça faisait longtemps qu'il voulait faire passer ces textes de loi et que là, il y arrive. Et que au final même Trump a dit voilà, c'est plutôt une bonne chose qu'on envoie de l'argent en Ukraine, mais lui la différence c'est qu'il voudrait que ce soit sous forme de prêt et pas sous forme de don, donc il voudrait avoir un retour là-dessus, ce qui est pas du tout garanti, mais au final j'ai l'impression que c'est sur le court terme une victoire pour Biden. Cependant, si en revanche le contribuable américain apprend après l'été que la Russie est de nouveau en train de gagner du territoire et qu'il faut de nouveau envoyer de l'argent en Ukraine, là c'est pas sûr que... ça va se faire pendant l'été si ça doit se faire, parce que il y a deux moments où vous pouvez mener des offensives militaires dans cette région du monde. C'est dans l'hiver quand il fait moins 20 et où le sol est dur comme un caillou parce qu'il fait moins 20, ou dans l'été quand le sol est dur parce qu'il fait chaud. Mais au printemps et en automne, ça sert à rien de vous balader parce qu'il y a... S'il y a de la boue partout, c'est compliqué. Il y a de la boue partout, les chars, ça passe moyen, etc. Donc, s'il doit y avoir une poussée de l'Union soviétique, de la Russie, pardon, on peut pas se changer, pour prendre des ça, etc., ce sera sans doute à partir du mois de juin, quoi. Et l'opération se passera du mois de juin au 4 novembre. Parce que qu'est-ce qui se passe le 4 novembre, c'est que le 5 ou le 6, il y a l'élection américaine, quoi. Donc, à ce moment-là, Trump ou quiconque sera élu se retrouvera d'avoir une situation de fait. L'Ukraine a capitulé, il y a un gouvernement fantoche, ou je sais pas quoi, qui sera là et qui gouvernera. Ça n'aura aucune crédibilité, mais voilà. Le fait que ça n'ait pas de crédibilité, c'est un peu triste, mais voilà, moi encore une fois, ce qui s'est passé en Ukraine depuis 10 ou 15 ou 20 ans, pour savoir qui sont les chapeaux blancs et qui sont les chapeaux noirs, je vous souhaite bonne chance. Parce que le coup d'État qui a eu lieu à Maïdan en 2014, on a viré un président qui était parfaitement élu pour le remplacer par un fantoche favorable à l'Europe et aux États-Unis, mais le président qui était là, qui était favorable aux Russes, qui avait été élu par la population, il s'apprêtait à un traité d'alliance avec la Russie. Donc on l'a débarqué vite fait et on a mis un autre gars. Donc... Ouais, c'est sûr, c'est une zone compliquée. Ça fait 20 ans qu'à chaque fois, il y a tantôt... alors, faut dire les choses, ça va dans les deux sens, parce que parfois on a des oligarques russes qui ont une influence en Ukraine, etc. Et il y a aussi, bien sûr, la Syrie. Aussi, hein. Non, mais voilà. Il y a des oligarques tout à fait. Qui vivent tous à Londres, d'ailleurs. Et comment dire... Et maintenant, quand des manipulations dans les deux sens, quoi, à chaque fois. Quand à prendre les biens de la Russie,
c'est-à-dire les 400 ou 500 milliards de dollars de réserves de change qu'ils avaient déposées dans nos banques centrales. Il est possible que le Congrès ait autorisé ça, mais si le Congrès a autorisé ça et s'ils le font, ça veut dire que quiconque qui n'est pas la Grande-Bretagne, mettons, et qui garde ses réserves de change à la Réserve fédérale américaine, est un crétin. Si jamais ils font ça, vous allez voir le cours de l'or péter à la hausse, ça va pas être triste. Hein, ouais. Parce que tout le monde va vendre ses dollars pour acheter de l'or. Hein. Ouais. Et ensuite rapatrier son or dans le pays. C'est ce que les Allemands ont fait d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si l'OTAN perd cette guerre, on peut vraiment dire que c'est la fin de l'ordre américain qui a commencé en 1945. Il y a quelque chose qui va arriver qui est derrière, qui sera complètement différent. Ouais. C'est-à-dire les BRICS qui vont monter, les nouvelles monnaies qui vont apparaître pour régler le commerce international. C'est pour ça qu'ils tiennent autant à garder l'Ukraine telle qu'elle est, à garder en fait l'ordre global tel qu'il est. C'est-à-dire que forcément, si jamais l'Ukraine venait à perdre, ce serait une remise en cause globale en fait de la suprématie américaine sur l'OTAN. Ouais. Mais il y a aussi autre chose qui se passe dans le domaine militaire dont les gens parlent assez peu, mais qui est tout à fait d'évidence, c'est que dans le fond, la façon dont les Américains ont fait tomber l'Union soviétique il y a longtemps, c'était en augmentant leur budget militaire, en dépensant de plus en plus dans l'armée, ce qui forçait les Russes à faire d'eux-mêmes, mais simplement ils avaient une économie qui était 10% de l'économie américaine, donc à un moment, ça les a fait couler. Ouais. Ils ont sauté parce que ils pouvaient pas suivre. Mais aujourd'hui, vous voyez des drones à 30 000 ou 40 000 dollars qui descendent des avions qui coûtent 335 millions de dollars chacun. Ouais. Ça veut dire que dépenser plein de pognon, ça ne veut pas dire que vous avez regardez, ils réussissent pas à reprendre le contrôle des outils là, pour le canal de Suez. Comment dire, en fait, on arrive effectivement dans... Alors, il y a plusieurs équipements militaires que je trouve très intéressants. Alors, ça nécessite en amont énormément de budget pour le domaine de la recherche, mais une fois qu'on a réussi à trouver la petite formule, on peut effectivement faire... il y a les fameux drones iraniens qui coûtent $500, qui sont très simples et qui peuvent être assez efficaces s'il n'y a pas une défense anti-aérienne aussi efficace avec un drone, vous pouvez faire sauter un char Abrams. Ouais, voilà. Un char Abrams, il doit coûter 18 ou 20 millions de dollars le char, et voilà. Le drone, il coûte $500. Donc. Voilà, donc c'est sûr, c'est pas hyper rentable. D'un autre côté, j'ai vu que par exemple, alors nous aussi on planche dessus, mais les Britanniques ont réussi à mettre au point un laser super puissant qui coûte genre $10 le jet de laser, et qui peut justement détruire ce genre de drone. Donc c'est toujours le vieux combat entre la lance et le bouclier. Hein. Voilà, exactement. Ça dure depuis Sparte, hein, depuis Troie. C'est un coup c'est la lance qui gagne, un coup c'est le bouclier qui gagne, c'est l'offensive contre la défensive. Exactement. Et donc là on a à nouveau mais ce qui est étonnant, c'est que ils réussiront peut-être à détruire les drones, mais ensuite on va faire des drones qui réussiront à réfléchir le bouclier avec un miroir ou j'en sais rien, et hop, ça repartira dans un sens. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que pour la première fois, à cause de la technologie, c'est pas celui qui a le plus gros bateau qui a coûté le plus cher qui domine. Oui, c'est pas forcément... C'est ça. Depuis la marine britannique, c'était celui qui avait le plus de bateaux sur l'eau qui dominait le monde. C'est plus le cas. Oui. Oui, parce qu'en fait, si on a beaucoup plus de complexité, c'est pas sûr que ce soit le machin le plus gros, avec le plus gros canon, au final, qui soit le plus efficace. Oui, je sais pas combien de flottes américaines, il doit y en avoir 12, chacune avec un porte-avions. Ouais. Mais s'il est vrai que la Russie a des trucs qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui sont pas arrêtables, c'est ce qu'on m'a dit, mais je sais pas si c'est vrai encore une fois, c'est pas des informations. Ouais. Apparemment, ça a l'air d'être le cas, mais j'en sais rien. Si c'est le cas, ça veut dire qu'en cas de guerre, la Russie pourrait couler les 12 flottes en 5 minutes. Les 12 porte-avions. Ouais. Où qu'ils soient. Ouais. Si vous coulez les 12 porte-avions américains en 5 minutes... Oui, c'est plus très pertinent d'investir dans des porte-avions. D'abord, et puis ensuite, les États-Unis, ils vont faire quoi ? Ça, je suis pas un expert militaire. Hein. Ça, je sais pas comment réagir à cette situation. Réfléchissons. Ouais. Les gens disent à un moment ou à un autre, ça va aller vers
une déflagration atomique. Bien. Il y a quelque chose qui se passe. Les Russes décident de couler les 12 porte-avions américains. Bon, ils les coulent de façon non atomique. Les États-Unis passent à l'arme atomique ? Ah, ça, je sais pas, je connais pas leur doctrine. S'ils ont une doctrine... a priori, ils ont pas de doctrine de réagir atomiquement à une situation non atomique. Mais du coup, se pose la question, si on coule toute leur flotte, oui, comment ils réagissent ? Et ça, je sais pas. Voilà, c'est une bonne question. Donc, personne n'en sait rien, mais la question, c'est est-ce que les Russes ont les moyens non atomiques de détruire les porte-avions américains ? C'est une bonne question. Honnêtement, je saurais pas y répondre. Mais moi non plus. Ouais. Mais probablement non pas le département de la défense aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait ? On déclenche l'Armageddon nucléaire ? Ouais, j'espère pas, tout de même. Je sais pas quelle est leur doctrine de réponse dans cette situation. Imaginez que des départements qui aient 2 porte-avions là dans la Méditerranée ou autour des Houthis ou je sais pas quoi, ouais. Et qu'il y a les Houthis qui mettent la main sur une de ces fusées et qui coulent un des porte-avions. Bah ça, s'ils répondent du coup sur les Houthis, c'est pas tout à fait la même chose, parce que s'ils arrivent à couler un porte-avions, bon, ça la fout mal quand même. On n'est pas compte, il n'y a pas un porte-avions américain qui a été coulé depuis Guadalcanal, quoi. Ouais. Ça remonte à la nuit des temps, c'était en 1942 que le dernier a été coulé par la flotte japonaise. Donc, c'est-à-dire que toute cette projection de la force américaine depuis la chute du mur de Berlin, c'est toujours fait avec l'idée de base que la capacité de réaction des États-Unis était militairement supérieure à la capacité du reste du monde de réagir. Oui. Ben, cette hypothèse de base de toute la diplomatie américaine et tout, aujourd'hui, elle est fausse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, j'en sais rien. Non, mais, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. On avait par exemple, nous, on pensait que la ligne Maginot allait tenir les Allemands. Ben voilà. Ouais. Ben, la ligne Maginot américaine, elle vient de tomber. Ouais. Oui, non, mais c'est intéressant. Bien sûr. C'est-à-dire que pour les gars qui raisonnent sur ce genre de truc, c'est bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? Les 2 hypothèses, c'est 1, on déclenche l'arme atomique. C'est pas évident parce qu'on fait massacrer la moitié de sa population au moins. Ouais. 2, on se retire aux États-Unis, dans la forteresse américaine, et on dit, bon, ben. Ouais. Et on change de président. Ouais, démerdez-vous, ouais. Et on change de président, et on change de congrès, et on ferme les usines d'armement aux États-Unis, et puis. Ouais. Et voilà. Donc, le monde dans lequel on se présente, il semble qu'il n'y ait que 2 solutions. Soit la montée aux extrêmes à la Clausewitz, là, c'est-à-dire, bon, on va tous mourir. Bon, c'est une idée intéressante. Moi, personnellement, j'ai 80 balais, ça me tracasse, mais pas plus que ça, quoi. Mais pour vous, c'est plus embêtant. Oui, moi, ma situation est un peu différente. La situation est un peu différente, donc il serait temps d'aller s'acheter une grotte dans les Pyrénées et de commencer à l'aménager, quoi. Vous voyez, on sait jamais, avec un petit peu des boîtes de sardines et des boîtes de thon et un peu d'eau et de pâtes et de riz. Mais l'autre option, c'est bon, mais les États-Unis arrêtent leur truc extérieur et se concentrent sur le continent américain. Et puis, démerdez des iches. Ouais. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a autre chose. Mais s'ils se retirent à ce moment-là, qui va s'occuper de nous ? Nous, pauvres Européens sans armée. Nous, pauvres Européens, en économie de guerre à 2% du PIB, je sais pas ce qui va nous arriver après. 19 000 hommes dans l'armée qui sont opérationnels. Je sais pas ce qui va nous arriver après, justement. C'est un peu toute la question. Qui va nous protéger ? C'est pour ça que autant nos dirigeants que nos journalistes s'attachent autant à Joe Biden, parce qu'on sait qu'avec lui, bon, il y aura toujours des milliards qui la probabilité avec Joe Biden, c'est ça qui m'embête, c'est que la probabilité, comme il est gâteux, c'est qu'il pousse sur le bouton, est beaucoup plus élevée que... Trump, il a dû ramasser quelques solides gamelles dans sa vie, je le sais qu'il a fait. Il y a des moments où il doit dire, bon, ben la gars, c'est plus la peine de négocier, quoi. Ouais. Moi, j'ai totalement confiance en Donald Trump pour gérer l'ordre du monde. En tout cas, pour ramener les troupes aux États-Unis et dire, j'ai pas vous...
ce qu'il avait, je sais pas, c'est l'histoire qu'on raconte, j'imagine qu'elle est vraie, c'est que il y a quelques années, il avait dit à Madame Merkel que l'Allemagne lui devait 300 milliards de dollars, je crois, pour la défendre l'Allemagne. Et Madame Merkel a dit, mais on dit pas des choses comme ça entre amis. Et Trump lui avait dit, mais vous êtes pas nos amis. Les nations n'ont pas d'amis. Ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que Trump, c'est la réelle politique. Ouais. Oui, absolument. Oui, on n'est pas, on est dans le vrai monde, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où juste on s'endette sur 1000 ans et on déverse de l'argent à tout le monde. On déverse de l'argent à tout le monde et on essaye d'éviter c'est pas acceptable. De maintenir l'ordre ancien par une utilisation un peu irraisonnée de la force et la corruption Mais oui, effectivement. Si ça marche plus, il faut peut-être un moment fermer les bases et rentrer à la maison. Justement, par rapport à la remilitarisation de l'Europe, alors qui se fait quand même, enfin, je veux dire, à ce rythme-là, on sera peut-être remilitarisé vers 2066, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais l'Allemagne s'enorgueillit justement d'avoir pris conscience de la nécessité de sa remilitarisation à partir de 2018. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'en fait, c'est juste justement Donald Trump à l'époque qui les avait forcés à remettre de l'argent justement dans leur. Et ils ont acheté des Américains des F-16 ou des F-135 là, ouais. à 250 millions l'avion et qui peut être détruit par un drone à 30. Ouais. Alors c'est peut-être pas. Je veux dire, ce genre d'armée, c'est pas. Vous voyez, s'ils volent dans des avions. Le F-35, donc qui est le dernier avion de Lockheed, je crois, qui est l'ossature de toutes les armées de l'air du monde entier, sauf de la France d'ailleurs, du monde entier. Imaginez-vous qu'il ne peut pas voler quand il pleut. Ah ouais. C'est un désastre technologique, le F-35. Il peut pas voler. Et de temps en temps, le canon tire dans la carlingue. Il tire à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc l'avion saute, etc. Donc c'est un truc qui ne marche pas. Donc, on nous a vendu, il y en a 1300 qui ont été vendus, c'est 1300 milliards, je sais plus combien, et dans le monde entier, et l'armée de l'air ne peut pas les faire sortir parce que ça marche pas. Mais c'était une façon d'acheter la protection militaire américaine. Ouais. Mais si vous achetez la protection militaire américaine avec des armes qui valent rien, vous réarmez pas. Ouais. Et ça d'ailleurs, justement, quand vous dites que Angela Merkel était choquée lorsque Donald Trump lui a dit « mais les nations n'ont pas d'amis », etc. Ça, l'Allemagne, c'est quelque chose qu'ils savent très bien vis-à-vis de nous. Ça, ils savent très bien. Nous, justement, on est dans cette logique de dire « oh, les Allemands, c'est nos copains » et tout. Mais les Allemands savent très bien qu'on n'est pas copains et que on a chacun des intérêts et que c'est pas souvent les mêmes. C'est pas souvent les mêmes. Et bien, l'embêtant, c'est... J'avais un de mes amis qui était... le descendant d'un maréchal de France, quand j'étais à Londres, qui était un type tout à fait étonnant. Et il travaillait pour une grande banque française, et l'un de ses domaines, c'était l'Allemagne. Et mais il me racontait toujours en se marrant que les Allemands disaient vous les Français, vous êtes pas sérieux et tout. Et puis il les regardait, il leur disait oui, mais on peut vous vitrifier. et hop, il redevenait très sage. Ouais. Donc si vous voulez, c'est ça qui est étonnant, c'est que dans ce désastre qui se passe en Europe, il y a une chose qui émerge, c'est l'armée française. C'est à peu près le seul point d'ancrage qui reste à l'Europe. Ouais. L'armée française. Voilà. Si elle veut se réorganiser, il va falloir qu'elle se réorganise autour de l'armée française. Oui, en fait, je pense qu'en France, on a tous les ingrédients nécessaires. Pour ça, je dis aux jeunes, faites Saint-Cyr. Ouais, mais je pense qu'en France, vous avez une belle carrière devant vous. Nous avons tous les ingrédients nécessaires pour être... on a Dassault. Pour, de nouveau, être une grande puissance. Simplement, il faut pas attendre que les crises se passent, il faut essayer de les anticiper. Par exemple, avec ce qui s'est passé en Ukraine, on a repris... on a compris la nécessité de construire des centrales nucléaires, des EPR. Bon, c'était pas gagné, c'est toujours pas gagné d'ailleurs, parce que faut les construire. Faut les construire, mais ce que vous dites, c'est très étonnant. J'en parlais avec Eric Le Serre, là, vous savez, de transition énergie, c'était très intéressant. Et il me disait qu'on avait pris la décision de recommencer le programme nucléaire français il y a 2 ans, que ça avait été pris, annoncé, etc. Et qu'il y avait toujours rien qui avait été fait. Il y a toujours C'est-à-dire qu'on a fait blablabla, et puis ensuite on ferme le carton et on passe à un autre blabla. Oui, effectivement. Donc c'est extraordinaire, c'est cette incapacité de ce gouvernement
à suivre une politique dans la durée. Justement, d'ailleurs, j'ai pris connaissance d'un plan énergie 2030 qui était valable au moins jusqu'à la démission de la première ministre Elisabeth Borne, puisque c'était un organisme qui était rattaché à Matignon, du moins à l'époque. Et donc dans ce machin-là, ils avaient fait ce rapport en juin 2023. Donc on avait déjà pris la décision apparente de recommencer le programme nucléaire. Et dans ce plan énergie 2030, il détaillait en gros la quantité globale d'électricité qu'on devait produire et d'où elle venait, donc ses sources. Et on voyait que dans la source d'énergie produite par le nucléaire, cette source, elle est baissée, selon ce rapport, entre 2023 et 2030. On va dire, mais comment vous pouvez prendre la décision de relancer le programme nucléaire et vous dites que quand même en 2030, on va produire moins d'énergie venant du nucléaire qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, l'augmentation globale de la production d'électricité entre 2023 et 2030, elle allait être uniquement de 10%, sachant qu'on veut passer au tout électrique dans la décennie 2030, justement. Et j'imagine qu'il disait qu'on allait faire ça avec des moulins à vent et des miroirs magiques. Oui, voilà. Et en plus, comme on le sait très bien, il y a à peu près que... Je crois que c'est pour les moulins, pour les miroirs magiques, c'est 7% qui se transforment en électricité, de l'électricité qu'on reçoit, gratuitement. Et les moulins à vent, c'est 15%. Donc, aujourd'hui, d'après les calculs de Furfari, avec qui on a discuté, Emmanuel, la semaine dernière, sur le mix énergétique de la France aujourd'hui, ou de l'Europe, on a dépensé 1 000 milliards d'euros, ce qui est absolument incroyable depuis 10 ou 15 ans, et ça fait 3% de du mix énergétique total. Alors ils vous disent, mais ça fait 15% de l'électricité, mais c'est la capacité qui fait 15%, parce qu'ils produisent, pour ainsi dire, jamais la capacité, s'il y a trop de vent. Oui, il n'y a jamais capacité pleine, oui, bien sûr. Il n'y a jamais capacité pleine, donc on nous ment comme au coin du bois, Oui, absolument. Donc comment pouvez-vous créer un effort national bâti sur le mensonge? Il y a un moment où il faut arrêter les compteurs et dire, les gars, bon, on n'est pas dans une situation particulièrement intéressante, mais maintenant, voilà où on va aller, et voilà comment on va y aller, et voilà où on va couper, parce qu'il va falloir couper. Mais ça, on le fait pas. Oui, et en plus de ça, ce qui est je trouve le plus regrettable, c'est que pourquoi ils restent là-dessus, c'est parce que c'est leur dogme de l'écologie, etc. Et alors, à la limite, je peux comprendre quand on regarde les énormes centrales à charbon en Allemagne, de se dire on va produire une énergie entre guillemets plus propre. Mais justement, le nucléaire correspond à tous ces critères-là. C'est plus écologique, c'est plus économique, c'est efficace. Ça se pilote. Ça se pilote. On n'a jamais de coupure. On peut tout anticiper. On a toutes les réserves d'uranium qu'on veut pour je sais pas combien de dizaines ou voire de centaines d'années. Donc on est bien avec le nucléaire. On est bien. Il n'y a pas besoin de se mettre sur autre chose. C'est un péché. Oui, c'est un péché. Contre Gaïa. Ouais. Vous savez, la déesse mère. Ouais. Est-ce que dit Furfari, qui est un vieux chrétien, que j'aime beaucoup, encore une fois, il faut que vous écoutiez cette émission, elle est remarquable. Je l'ai écoutée, elle est très très bien, je ne saurais la recommander trop. Il est gai comme un pinson, en plus, il a 80 balais, mais il se marque, il ressemble à Hercule Poirot, vous savez, avec ses petites moustaches, qui était belge aussi d'ailleurs. Bref, lui, il est italien, je crois. Mais bon, ça, monsieur Furfari, si vous voulez, il explique qu'on est passé du début des années 60, où il y avait une espèce de vie, d'élan vital qui se passait en Europe, il fallait faire ci, il fallait faire ça, on faisait plein de trucs qui étaient passionnants. À maintenant, il faut empêcher. Il faut freiner, il faut empêcher. On est passé d'un élan de vie à un élan de mort. Absolument, c'est une pulsion de mort globale. Alors on passe effectivement de la production, de l'innovation, de la prise de risque, à juste on va tout taxer, tout réglementer. Vous vous rendez compte, l'intelligence artificielle, on réglemente, Twitter, on réglemente. C'est pas normal qu'il y ait de la liberté d'expression. Et tout ça pour laisser la parole à monsieur, comment il s'appelle, ce Cornio qui est président d'Atos, là, Monsieur Breton. Oui, Thierry Breton, oui. Thierry Breton. Donc, et là, on fait des travaux ici qui sont intéressants avec Didier. Vous voulez, par exemple, aller faire une centrale nucléaire. Hein. Ouais. Bon, je sais pas, dans un coin. Et puis, s'il n'y a qu'une autorité à qui vous demandez l'autorisation, et que ce soit un très bon projet, et qu'elle soit à 80%, favorable. Donc, vous avez une bonne chance d'avoir votre centrale nucléaire. Mais si vous devez demander à 4
à la région, à l'État, à la commune, et je sais pas quoi, la communauté de communes, je sais pas. Et si à chaque fois, il y a 80% de chances que ça passe, ça veut dire qu'il n'y a même pas 40%, parce qu'ils peuvent pas dire oui, mais ils peuvent dire non. Ouais. Et donc, si vous avez 4 fois des types qui peuvent dire non, il y en a bien un sur les 4 qui dira non. Ouais. Donc, ces espèces de structures horizontales qui ont le pouvoir de dire non, mais qui n'ont pas le pouvoir de proposer, ouais. C'est ce que j'appelle les petits hommes gris, ça bloque tout. Ouais. Ça bloque tout, c'est-à-dire on a mis partout des contrôleurs qui n'ajoutent rien à la valeur, mais qui peuvent empêcher toute nouvelle création de valeur. Ouais. Mais on en crève. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que les États-Unis vont réussir à rester une grande puissance pendant encore un temps, parce que ils ont pas ça. Toutes les forces vives de l'Europe, alors d'abord privilégient en termes d'émigration, privilégient évidemment les États-Unis. Pourquoi? C'est un pays qu'on connaît un peu, on connaît la langue, etc. C'est plus facile de se voir aux États-Unis qu'en Chine, par exemple. C'est une structure fédérale. Par exemple, le Texas est en train de dépenser des dizaines de milliards à développer ses capacités électriques. Ouais. Et il le développe sciemment en surcapacité. Ouais. Oui, parce qu'ils savent qu'ils vont tôt ou tard devoir vendre leur énergie à d'autres États qui, eux, ont fait le pari des moulins. C'est pas ça, c'est que donc ils développent une surcapacité, et la surcapacité, ils la vendent à des gars comme les gars qui font du Bitcoin mining. Ouais, bah oui. Et qu'on leur dit, quand cette surcapacité est utilisée, on leur coupe. Ouais. Et donc, les Bitcoin miners, ils se retrouvent avec de l'électricité qui leur coûte rien. Ouais. Parce qu'ils se nourrissent sur le... Ouais. Mais c'est plutôt que de faire un truc en sous-capacité, d'envoyer les Bitcoin miners quelque part dans le Kazakhstan. Ouais. Ils disent non, vous venez au Texas, on va vous faire des... Et puis, pendant 10% du temps, vous n'aurez plus du tout accès à l'électricité, vous irez faire des courses au supermarché, puis c'est tout, quoi. Et l'économie étant de l'énergie transformée, vous avez des gens qui ont compris ça et qui se disent, l'énergie la moins chère, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être chez moi, quoi. Ça va être chez moi. Donc, voilà. On a plusieurs problèmes, c'est que le processus de décision maintenant qu'on a en Europe est orienté en fonction du principe de précaution de ce Cornio de Chirac, c'est-à-dire que il faut éviter les accidents, mais si vous évitez tous les accidents, vous évitez la pénicilline, vous évitez l'aspirine, vous évitez de traverser sur le passage piéton, de manière générale, parce qu'il y a peut-être une voiture qui va surgir à un moment, on ne sait pas, et vous sortez pas de chez vous. Vous sortez pas de chez vous. Et donc tout ça est passionnant, mais ça veut dire que aujourd'hui, il y a des forces d'administration qui se sont mises en place partout, que je vois dans mon métier tous les jours, et leur but, c'est de contrôler d'abord votre épargne. D'où l'université d'épargne qu'on va lancer pour vous empêcher que votre épargne soit pillée. Et la deuxième, c'est une fois ils vont vouloir orienter votre consommation en regardant ce que vous faites dans votre euro numérique là. Et on dira, vous avez bouffé de la viande 2 fois cette semaine, c'est beaucoup trop. Vous avez pris l'avion 2 fois pour les États-Unis cette année, c'est beaucoup trop. Donc, Maintenant, ils ont compris le contrôle de notre épargne, et deuxièmement, ils vont prendre le contrôle de notre consommation. On aura des tickets de rationnement. Oui, et de nos vies de manière générale. Voilà, c'est-à-dire que la Commission européenne va va avoir un droit de regard sur ce que vous faites, sur vos choix de vie de manière générale. Voilà, on va terminer cette émission là-dessus. Ça veut dire qu'il faut à tout prix se libérer de ces gars-là. Ouais. Ça va aujourd'hui, c'est la vieille lutte éternelle entre d'un côté le totalitarisme et la liberté. Ouais. Et donc, moi, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai toujours été du côté libéral, c'est-à-dire foutez-moi bien la paix. Bien sûr. Et donc, ça va être, ce que j'espère très profondément, ça va être le grand retour du libéralisme. Ouais, on espère vivement. Ça va être forcément le grand enjeu de cette élection européenne. Le retour de la liberté. C'est d'ailleurs, pour le coup, il y a deux lectures qui sont assez symptomatiques, je trouve. C'est, par exemple, Jordan Bardella, il a une lecture qui, pour moi, je la comprends parce que c'est ce qui maximiserait son score, mais pour moi, qui n'est pas juste vis-à-vis des élections européennes. C'est-à-dire, lui, il dit, il faut que le RN fasse le plus gros score possible pour sanctionner Macron politiquement. Mais en fait, on s'en fiche de Macron aux élections européennes. Le but, ça pour le coup, c'est que l'Europe disparaisse. Voilà, et du moins à court terme, c'est d'empêcher les von der Leyen de ce monde de pouvoir diriger
Commission européenne. Et ça, pour le coup, c'est ce que dit Marion Maréchal. Elle dit, voilà, il faut faire une majorité anti-von der Leyen. Si von der Leyen repasse là en 2024, on est très très mal. On est très très mal. J'imagine pas l'état de l'Europe en 2029. Donc oui, il faut absolument la nécessité principale et la plus court terme, c'est on a fait une émission avec Emmanuel ce matin. Compte tenu des déclarations du RN, je ne peux plus voter pour le RN. Ouais. Ça paraît curieux, hein, c'est complètement idiot. Bien sûr. Mais tout ce qu'il dit, si vous voulez, sur la gestion de l'économie, sur il faut taxer les riches, il faut faire marcher la planche à billets, moi je me dis, mais foutez-nous bien la paix, quoi. Oui, non, mais moi j'apprécie le RN, je peux pas dire qu'ils ont une mauvaise stratégie vu qu'ils sont aussi. C'est pas parce qu'ils arrivent en racontant des calembredaines à nos peuples, vous en sortirez pas si on reste dans les structures actuelles de l'Europe. Oui, absolument. Donc s'ils veulent gagner des places dans la structure actuelle de l'Europe, ils sont en train de prendre la place des républicains. Mais les républicains ont échoué. Et ils échoueront pareil. Et on les rendra responsables de l'échec. Oui, absolument. C'est incroyable. Là, le discours de l'autre jour de Jean-Philippe Tanguy sur taxer les super profits et demander à la BCE d'émettre, d'acheter nos obligations. D'acheter, nos obligations. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'écouter le programme de François Hollande en 2012, quoi. C'est la gestion de la crise de l'euro en 2012. Oui, absolument. Et donc, on va terminer là-dessus, mais c'est effrayant parce que vous vous dites, qu'est-ce qui donne à ce garçon qui a 30 ans, qui est gentil, j'en doute pas, la moindre... Qu'est-ce qui lui donne l'idée qu'il est compétent ? Je ne sais pas. Parce que pour dire des bêtises comme ça, il faut être d'une incompétence et d'une inculture totale. Et comment un type d'une incompétence et d'une inculture totale peut-il arriver dans un parti à devenir le porte-parole économique alors qu'il raconte que des conneries? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la structure du parti aussi. C'est possible. Est-ce que mais pour tenir des propos comme ça, il faut être bête. C'est possible. J'aimerais bien en discuter avec un grand responsable du parti. Je ne sais pas si on pourrait le faire. S'il y en a qui est d'accord, on est d'accord pour l'inviter. S'il y en a un qui veut monter dans l'arène, enfin descendre dans l'arène plutôt, on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Bon, on va peut-être terminer cette émission qui commence à durer un petit bout de temps, d'autant qu'on a pris du retard sur son démarrage. Mais comme d'habitude, déjà, je remercie chaque personne pour son attention. Dans tous les sens. Hein. Les pouces dans tous les sens, enfin surtout vers le haut quand même, c'est mieux. On peut plus mettre les pouces vers le bas, c'est interdit. Oui, c'est vrai, mais peut-être que s'ils le font, enfin c'est-à-dire on ne verra pas le résultat, mais peut-être que YouTube du coup ne mettra pas notre vidéo ne la répertoriera pas bien. Donc vaut mieux quand même mettre des pouces vers le haut. Vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr nous suivre sur tous les réseaux sociaux puisque nous y sommes. Et puis ces émissions, je le rappelle à chaque fin de tournage, ces émissions elles sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous dis à très bientôt sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup.